Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du vendredi 8 novembre 2024. À la une de l'actualité de ce jour, le président de la République, Andry Rajoelina, a incité les officiers généraux à montrer du dévouement et de la droiture dans la réalisation de leurs tâches pour la nation aujourd'hui, lors de la remise des étendards aux 30 officiers généraux promus au titre de l'année 2023 au 1er bataillon parachutiste à Ivat. Parmi les officiers qui ont reçu leur étendard ce vendredi, le général Mounza Delfin Saïvel, ministre des Forces armées, et le général Andjira Kotojazak, ministre délégué chargé de la gendarmerie. Reportage signé Judical Rajamirin sur les images de André Rajoelina. Le président de la République, Andry Rajoelina, a remis leurs étendards aux 30 officiers généraux promus au titre de l'année 2023 aujourd'hui au 1er bataillon de parachutistes à Ivat. Parmi les officiers qui ont reçu leurs étendards figurent le général Mounza Delfin Saïvel, ministre actuel des Forces armées, et le général Andjira Kotojazak, ministre délégué chargé de la gendarmerie nationale. Tous deux ont été promus au grade de général de corps d'armée au titre de l'année 2023, ont reçu leurs étendards des mains du président de la République, chef suprême des armées. Outre ces deux membres du gouvernement, 11 généraux ont promu au garde général de division et 16 colonels promus au garde général de brigade qui ont reçu leurs étendards aujourd'hui. Lors de cette cérémonie, le président de la République leur a incité à montrer du dévouement et de la droiture dans la réalisation de leurs tâches pour la nation. Les grades ne sont pas des décorations, mais cela requiert des responsabilités et nous avons un devoir de redevabilité envers le peuple, déclare le général Mounza Delfin Saïvel. Dans un autre sujet, la mise en place de zones d'investissement figure parmi les stratégies établies par l'État pour réaliser le deuxième pilier de la politique générale de l'État qui est la promotion de l'industrialisation. Elles seront mises en place dans 5 localités selon ce qui a été décidé lors du Conseil des ministres mercredi dernier. Chaque zone d'investissement sera constituée de plusieurs secteurs d'activité régis par des régimes douanières spéciaux. Natera Koutmaouf, Enzar, Radjiansou. Mangatan Arivenmam, Tolanyar, Touliar, Mouramang et Andjakak sont les localités où seront implantées les zones d'investissement approuvées par le Conseil des ministres pour la mise en œuvre du deuxième pilier de la politique générale de l'État, qui est la promotion de l'industrialisation. Diverses entreprises de différents secteurs y seront implantées et bénéficieront d'un régime douanier spécial selon le communiqué lors du Conseil des ministres de mercredi dernier. Le DBM, qui est la structure de gestion des investissements à Madagascar, sera le maître d'œuvre de ces zones d'investissement. L'objectif de l'État est le développement de l'environnement économique et social en créant de l'emploi, en améliorant les conditions de vie de la population et en améliorant le PIB du pays, selon les explications. Il faut rappeler que la loi malagasy sur les investissements a subi des modifications pour permettre aux investisseurs de s'installer dans le pays et afin qu'elle soit plus attractive pour les investisseurs, qu'ils soient malgaches ou étrangers. Améliorer le climat des affaires figure également parmi les objectifs de ces modifications. Et outre les solutions dans le domaine de l'électricité, la mise en place d'une centrale d'énergie nucléaire peut aussi solutionner les problèmes d'approvisionnement en eau, selon un expert au sein de l'INSTN, ou Institut national de sciences et de techniques nucléaires. Cela peut se faire à travers la désalinisation de l'eau de mer pour la rendre potable en utilisant des unités alimentées par énergie nucléaire. Et cette solution peut être mise en place dans le sud du pays, selon toujours cet expert. Natera Koutmaouf, Enzar, Radjiansou. De nombreux avantages peuvent être tirés de l'exploitation de l'énergie nucléaire. Alors qu'il est couramment question de la solution à la crise électrique par l'installation de mini-réacteurs nucléaires ou SMR pouvant être combinés avec d'autres énergies comme le solaire et l'hydraulique en cas de sécheresse, les experts proposent également une solution pour l'approvisionnement d'eau à travers la désalinisation de l'eau de mer pour la rendre potable. Pour les experts, cela peut se faire en utilisant une centrale nucléaire dont l'énergie alimentera l'unité qui dessalera l'eau de mer, une solution au manque d'eau notamment dans le sud de la Grande Île, selon les experts de l'INSTN ou Institut national des sciences et techniques nucléaires. Il y a des options autres que l'électricité que l'on peut tirer d'un mini-réacteur nucléaire. C'est par exemple le dessalement de l'eau de mer.
Et comme nous avons une crise d'eau en ce moment, avec cette sécheresse, non seulement ici, mais surtout dans le sud, il serait opportun et intéressant d'installer un mini-réacteur nucléaire flottant, hein, dans les rivages sur la mer à côté de Tulliard, hein, et on pourrait en tirer des quantités, des litres, des centaines de litres grâce à un réacteur nucléaire. Et ça résoudrait le problème de l'eau dans le sud. Cependant, cette désalinisation peut également être réalisée en utilisant l'énergie solaire. Néanmoins, la mise en œuvre de cette dernière prend beaucoup de temps, alors que l'énergie nucléaire est plus rapide selon les explications. Il est à rappeler que l'INSTN, ou Institut national des sciences et techniques nucléaires d'Ancat, sous la houlette du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a célébré depuis hier les journées nucléaires. Des conférences et des ateliers ont été tenus pour démystifier les idées reçues sur le nucléaire et pour informer le public sur les avantages réels de l'utilisation de l'énergie nucléaire. L'atome pour l'énergie, le climat, l'environnement et le développement industriel est le thème de ces 2 journées nucléaires. En tourisme, la compagnie aérienne Corsair a renouvelé sa coopération avec Madagascar pour la période 2024-2025. Hier, un accord de partenariat a été signé entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, l'Office national du tourisme de Madagascar, ou ONTM, et la compagnie Corsair. Et selon la ministre Viviane Dewa, cet accord bénéficiera aux 2 parties, contribuant ainsi au développement du secteur touristique et à l'essor des échanges entre les 2 parties. Reportage signé Rotricel Rakout Malal et Yves Janel. La compagnie Corsair a repris en juin 2023 l'exploitation de la ligne Antananarive-Paris. Sa présence s'inscrit dans l'objectif du gouvernement malgache d'étoffer le nombre des dessertes vers Madagascar. Selon le responsable de Corsair à Madagascar, c'est la force d'un pays qui favorise la croissance d'une compagnie aérienne. Plus il y a de touristes, plus les vols sont remplis. Là, il est déjà assez historique parce que Madagascar, je l'ai dit, fait partie des destinations historiques de Corsair. Aujourd'hui, pour une compagnie aérienne, la réussite d'une ligne, et sa réussite économique, dépend aussi de l'attractivité du territoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une compagnie aérienne forte sans un territoire fort, et on ne peut pas avoir un territoire fort sans aussi des acteurs économiques forts. Et je pense que le partenariat il ne peut être que gagnant-gagnant. C'est-à-dire que plus on fera la promotion Madagascar, plus on aura des clients qui vont voyager à Madagascar et qui feront, j'espère, le choix de Corsair pour pouvoir se rendre sur le territoire. Par ailleurs, le nombre de touristes a augmenté de 10% cette année par rapport à l'année précédente, selon les statistiques fournies par l'ONTM. Le président du conseil exécutif de l'ONTM a annoncé que des outils numériques tels que les campagnes de promotion menées par des influenceurs sur les réseaux sociaux seront utilisés pour faire connaître Madagascar à l'international. Cette convention, l'ONTM m'a... Et après Antananarive, les formations gratuites initiées par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle seront effectuées dans tous les chefs-lieux de province. Pour Tulliard, cela a commencé par la formation des femmes et des mères vulnérables pour les rendre autonomes et cela s'est poursuivi aujourd'hui avec une formation de masse pour tous. Reportage sur les images de Anzar Radzonarville. 20 femmes et mères vulnérables de la région Atsimojefen ont bénéficié de diverses formations gratuites, notamment en couture, cuisine et pâtisserie. Un projet initié par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle dans le cadre du projet Formation de masse. La remise de certificats pour ces bénéficiaires s'est tenue hier et ces dernières ont bénéficié chacune d'un kit de démarrage après la formation en développement personnel, en gestion simplifiée et bien d'autres. L'objectif de la formation, organisée conjointement par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, l'UNFPA, et le ministère de la Population et de la Solidarité, est d'aider les femmes victimes de violences à se sentir confiantes, de les rendre autonomes à travers la création de leur propre emploi après la formation, afin qu'elles puissent s'épanouir et échanger entre elles. La formation s'est poursuivie aujourd'hui pour la population de Tulliard au sein du stade couvert.
Dans un tout autre contexte, le lancement officiel de la campagne de reboisement 2024-2025 se tiendra le 16 décembre, un décalé d'après le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Aujourd'hui, les stratégies de l'année précédente qui se sont révélées efficaces et qui ont permis d'atteindre les objectifs seront maintenues, selon toujours ces explications. Plus de détails avec Cécile Sylvain et Sech Andianav. Si l'objectif pendant la saison 2023-2024 était de reboiser 75 000 hectares, aujourd'hui, nous pouvons assurer que plus de 67 000 hectares de surface l'ont été durant cette saison, a souligné le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max-Henri Lafontaine, aujourd'hui. Le recensement des arbres plantés permet de conclure que la campagne de reboisement 2023-2024 a été efficace jusqu'à environ 69%. Ainsi, les objectifs fixés ont été atteints, d'après toujours le ministre. Reboisement utile et de proximité, telle est l'approche choisie pour mettre en œuvre le plan national de reboisement 2024-2025, dont les objectifs visent la satisfaction en produits et services forestiers, notamment la production de bois d'énergie, d'arbres fruitiers, de produits forestiers non ligneux. Pour cette saison, le lancement officiel de reboisement se fera le 16 décembre, un décalé sur une superficie de 50 hectares autour du barrage qui alimente la centrale hydroélectrique. Après l'ouverture officielle de la campagne, chaque région établira son propre calendrier. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, les Pays-Bas ont dénoncé vendredi matin les attaques antisémites inacceptables contre les Israéliens à Amsterdam en marge des matchs de Ligue Europa la veille. Benjamin Netanyahu a envoyé 2 avions pour leur porter assistance. Le président israélien a estimé que les images des heurts rappelaient les attaques du 7 octobre. Reportage sur les images de France 24. Sur ces vidéos issues des réseaux sociaux, des affrontements en plein centre d'Amsterdam. Des ressortissants israéliens sont poursuivis par une horde, puis pris pour cible. L'un d'eux est jeté dans le canal. Des attaques survenues en marge d'un match de football entre l'Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv. La police a protégé et escorté ses supporters israéliens jusqu'à leur hôtel. Benjamin Netanyahou a réagi. Le Premier ministre a ordonné l'envoi immédiat de 2 avions de secours pour venir en aide à nos citoyens. Il considère l'effroyable incident avec la plus grande gravité. Même son de cloche de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett. C'est un pogrom en action. J'appelle les autorités néerlandaises, les autorités d'Amsterdam à agir immédiatement pour éviter d'autres blessures et des pertes de vie humaines. Selon la police néerlandaise, 57 personnes ont été détenues. Dans l'après-midi, elle rapportait des incidents, des drapeaux palestiniens arrachés de façades, des slogans provocateurs scandés par les supporters israéliens. Dans l'après-midi, une centaine de supporters israéliens s'étaient rassemblés sur la place principale d'Amsterdam avant de se rendre au stade Johan Cruyff. Au cours du match, ils ont sifflé lors de la minute de silence en hommage aux victimes des inondations en Espagne. L'Espagne qui a reconnu officiellement la Palestine en mai dernier. Ensuite, l'irruption de policiers israéliens dans l'Éléona, un site géré par la France à Jérusalem, a provoqué jeudi un vif incident diplomatique lors d'une visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. 2 gendarmes français ont été interpellés puis relâchés. La France a annoncé convoquer l'ambassadeur d'Israël à Paris. France 24. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Une altercation musclée entre 2 gendarmes français et des policiers israéliens dans l'enceinte d'un domaine appartenant à la France, dans la ville sainte. L'incident s'est produit peu avant la visite programmée du chef de la diplomatie française. Les 2 gendarmes avaient demandé aux policiers israéliens de ne pas entrer sur ce site géré par la France. Ce gendarme est mis au sol par les forces de l'ordre qui finissent par l'embarquer. Arrêtés parce qu'on les a empêchés de faire leur travail. Vous n'avez pas empêché, vous êtes rentrés dedans. Les 2 Français seront ensuite libérés. Le ministre français des Affaires étrangères a annulé sa visite. Les forces de sécurité israéliennes y sont entrées de manière armée
sans obtenir auparavant l'autorisation de la France et sans accepter d'en sortir aujourd'hui. Cette situation est inacceptable. Et cette atteinte à l'intégrité d'un domaine placé sous la responsabilité de la France est de nature à fragiliser les liens que j'étais pourtant venu cultiver. Le Quai d'Orsay a annoncé qu'il allait convoquer l'ambassadeur d'Israël en France après cette arrestation. Jean-Noël Barrot est en Israël pour tenter de trouver une solution diplomatique à la guerre qui fait rage dans la bande de Gaza et au Liban. En janvier 2020, la visite du président Emmanuel Macron avait été marquée par une bousculade devant la basilique Sainte-Anne. Mais l'incident le plus connu reste celui de 1996, quand Jacques Chirac s'était aussi emporté contre des soldats israéliens. Me to go back to my plane and go back to France. Is that what you want? Then let them go and let them do. Jacques Chirac avait fini par exiger que les militaires sortent du domaine de Sainte-Anne. Et l'offensive de l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad se poursuit toujours. Elle a effectué une nouvelle opération contre le groupe terroriste Boko Haram qui est responsable de l'attaque la plus meurtrière de ces dernières années. Les autorités parlent de poursuites sans répit mais dénoncent un manque de soutien de leurs alliés. France 24. Le Tchad se sent isolé dans sa lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'ont voulu exprimer les autorités du pays ces derniers jours, alors même que la présidence de la République continue de publier très régulièrement ces derniers temps des images des soldats tchadiens qui, eux, continuent de s'enfoncer dans la région du lac Tchad. Le président de la République, comme le reste de son gouvernement, penserait, selon le dernier communiqué officiel, à quitter la force multinationale mixte, cette force conjointe qui réunit des éléments des armées du Nigeria, du Niger, du Cameroun, mais aussi du Tchad. L'attaque du 28 octobre dernier aurait pu être évitée pour beaucoup si la cohésion à l'intérieur de cette force multinationale mixte avait été meilleure. Entre la zone sud du lac, en particulier dans la zone du Nord Cameroun, je le dis clairement, et une partie du Nigeria, il y a la présence de groupe Boko Haram qui a été signalée par des pêcheurs. Il y a eu quelques informations qui ont filtré. Donc ça m'étonne que si la population locale est au courant de cette présence, que l'armée elle-même ne soit pas au courant. Donc s'il y avait eu des croisements d'informations, des échanges d'informations entre les différents pays qui sont membres de forces mixtes, on aurait pu réduire le risque. Pour faire face à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région, le gouvernement tchadien avait annoncé il y a quelques semaines le renforcement de son partenariat militaire avec la France. Avant cela, le président Déby avait finalement décidé de conserver sur le sol tchadien un détachement des forces spéciales américaines, alors même qu'il avait demandé le départ de ces forces quelque temps auparavant. Chers téléspectateurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Et après cette édition, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Anji Amalel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.